L'épée en bronze était à l'époque la technologie la plus avancée de Chine. Malheureusement, désormais plus personne ne sait en faire. C'est pour ça que je veux absolument en produire une. Yue Zueshu, un livre mystérieux de la Chine antique, selon lequel Ouyeze, forgeur d'épées du royaume des Yue, a forgé pour le roi 5 épées. Janlu, Chunjun, Changxie, Yuchang, Juchue. Tantôt humaines, tantôt divines, elles sont associées à des héros grâce à d'innombrables légendes. Cependant, après la destruction des 6 royaumes par la dynastie Qin en 221 avant Jésus-Christ, les armes en bronze ont été remplacées par les armes en fer. Shaoxing, dans le Zhejiang, est le site de l'ancien royaume des Yue. C'est là où a eu lieu cette évolution historique. Aujourd'hui, ces vers continuent à résonner à Shaoxing. Son éclat est comme les étoiles. Son reflet est comme l'eau débordant de la rive. Sa lame est comme la falaise. Son allure est comme la glace fondante. C'est pas bon ça, non, mais ça va pas. Tu vas pas y arriver, ça fondra pas. Zhou Liya, directeur du comité d'études de la forge du royaume des Yue de Shaoxing, est un homme sérieux au caractère explosif. Il étudie les épées en bronze du roi des Yue depuis des dizaines d'années. J'ai forgé cette épée à l'image de celle du roi Godian. Elles sont de la même taille et c'est identique. En fait, c'est la première épée que j'ai faite. Mais au début, je croyais que les motifs étaient comme ceux décrits dans Yue Zueshu. Mais maintenant, je sais que ce n'est pas du tout la même chose. Zhou Liya a fait cette épée il y a 2 ans, en imitant la forme et le motif du carré noir de l'épée du roi Godian. Pendant l'hiver 1965, dans un tombeau ancien près de Jinzhou dans le Roubaix, a été exhumée une épée en bronze, avec l'inscription « Propriété du roi Godian ». 2000 ans après, cette arme antique reste brillante et tranchante. Difficile d'imaginer quel niveau de technique il a fallu pour sa fabrication. Sa longueur n'est que de 66 cm. 66, oui c'est ça. Celle du produit fini, en fait, est d'une 50aine de centimètres. Si c'est plus de 70 cm, l'épée finale, en fait, fera une 60aine de centimètres. Quand elle fait 60, 70, en fait, 60 c'est pour la lame, et 70, le reste c'est pour la poignée. La lame de l'épée du roi Godian ne fait que 55,7 cm de long. Selon les archives, pour des raisons techniques à l'époque, la longueur des épées en bronze ne dépassait pas 60 cm. Au début, Zhou Liya ne pouvait réussir que la moitié de la longueur de l'épée du roi Godian.
Cela permet de mouler une épée de 30 cm, de 30 à 40 cm, voilà. Mais 30 cm, c'est la limite, hein. Et en touchant, ça ne doit pas donner cette impression-là. Ça doit ressembler à une plaque de verre. Dong Yawei, expert en technique de moulage de bronze du musée de Hezhou, au Roubaix. C'est la première personne dont Zhou Liao a eu besoin en 2009 pour reproduire l'épée en bronze. Il m'a dit qu'il voulait reproduire l'épée en bronze du royaume des Yue. Mais étant donné l'environnement social actuel, je lui ai conseillé d'utiliser un moule en métal. C'est mieux. Dans l'Antiquité, 4 types de moules sont utilisés pour la fonte des vases en bronze. Moule en sable, en argile, en terre cuite et en métal. Selon Dong Yawei, les 3 premiers conviennent aux objets d'usage quotidien ou aux vases de rituel. Seul le moule métallique convient aux armes qui exigent dureté et résistance. Au retour de Hezhou, Zhou Liao a décidé d'utiliser un moule métallique et de fabriquer une épée en bronze avec une haute teneur en étain. En général, dans un bronze, la teneur de cuivre est supérieure à 90%. La teneur d'étain ne dépasse pas 10%. Augmenter cette teneur à 20%, même plus, permettrait d'augmenter la dureté de l'épée en tant qu'arme. En fait, à ce moment-là, Zhou Liao ne connaissait que la théorie. Sur le plan pratique, il était ignorant. Ça, c'est la bouche du moule. Dans la profession, on parle de tube de pression. C'est là qu'on coule la matière liquide. Ça, c'est le moule métallique. Et en fait, il mesure combien ce moule? Ce moule est de 80 cm de long. Avec un tel moule et avec mes compétences, je peux faire une épée d'un peu plus d'1 mètre. Mais en 2009, Zhou Liao n'avait aucune connaissance dans ce domaine. Il a demandé de l'aide à Liu Changming, ingénieur en matière métallique à l'Institut des armes de Ningbo. Celui-ci lui a conçu son premier moule métallique. À ce moment-là, je ne savais pas comment le moulage d'épée était compliqué. Donc j'étais vraiment excité tous les jours. Liu Changming m'a dit qu'il n'était pas sûr si on pouvait la couler vraiment entièrement. Monsieur Zhu demande une haute teneur en étain. Dans ce cas-là, ça pose des problèmes de température pour la fonte de l'étain. Le point de fusion du cuivre est de 1083 degrés, tandis que celui de l'étain n'est que de 230 degrés. Si la teneur en étain est sous les 10%, la température du creuset doit atteindre environ 1000 degrés. Quand la teneur dépasse 10%, la température du creuset doit diminuer à moins de 1000 degrés. Évidemment, la baisse de la température diminue l'activité de la solution d'alliage. Une grande quantité d'oxyde est produite et le résultat? La première fois, on a fait une moitié d'épée. La deuxième fois, toujours une moitié. C'est ça que Liu Changming a fait pour moi. On a fait ce type de fonte des centaines de fois, voire même des milliers de fois.
De nombreuses tentatives sur plusieurs mois, mais pas une seule ébauche complète. En 2011, en parallèle des expérimentations de Liu Changming, Zhou Liao a été voir Ding Zongqing, grand expert du moulage de la région de Suzhou et de Rangzhou. Quand je l'ai rencontré, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé mon sauveur. Je ne pouvais que réussir. Il avait déjà 84 ans. Effectivement, M. Ding a trouvé immédiatement le problème. Les gens qui manquent d'expérience et de théorie, ils croient que cette manière de couler est la meilleure. C'est pourquoi ils aiment verser très vite le liquide. Mais il ne faut pas le faire trop vite. La forge n'est pas aussi simple que verser de l'eau. La température de la solution d'alliage de cuivre et d'étain atteint environ 1000 degrés. Une fois en contact à l'air, une réaction rapide produit de l'oxyde et abaisse la température. Plus vite la solution est coulée, plus il y a d'oxyde et moins sa viscosité est bonne. Dans le premier moulage de M. Jin, la solution a coulé jusqu'au bout. Ah, j'étais aux anges. Or, ce n'était qu'un succès fortuit. Mais la deuxième fois, le même problème est revenu. On a essayé pendant toute la journée, jusqu'à cet endroit-là. Je m'en souviens très bien. On a travaillé jusqu'à 9 h du soir, mais en vain. Pendant plusieurs mois, quelles que soient les nouvelles méthodes que proposaient M. Ding et Liu Changming, elles étaient toutes vouées à l'échec. Un jour, après une journée de travail, on dînait ensemble. Tout à coup, M. Jin m'a dit « Zhou Liao, t'es un dingue. Ton idée est absurde. » Il pensait que la forge d'épée en moule métallique était absurde. Et moi, j'étais un dingue. Il disait « Moi, j'ai déjà 84 ans et tu me fais souffrir avec tes idées. » En entendant ça, j'étais aussi fâché. Je lui ai répondu « Vous n'êtes pas digne de votre réputation non plus. » Il était enragé, hein. Monsieur Ding est parti, laissant à Zhou Liao des épées inachevées et un problème toujours pas résolu. En 2009, c'est une épée du roi Godian, exposée au musée de Shaoxing, qui a suscité chez Zhou Liao l'idée de reproduire l'épée en bronze. La légende veut que cette épée appartenait au père du roi Godian. À la vue et à la rencontre de cette épée, j'ai compris que ça allait changer ma vie. Il y a 6000 ans, l'homme est entré dans l'âge du bronze. 500 ans avant Jésus-Christ, ce sont les Chinois qui ont mené la métallurgie du bronze à son apogée. Les épées en bronze sont justement le symbole et le vestige de cette force technique. Sous l'impulsion de son rêve, Zhou Liao a pris une décision. Je me demandais si je pouvais vraiment reproduire une épée en bronze. Zhou Liao s'est décidé de reproduire lui-même une épée en bronze. C'était un grand événement pour sa famille. Il travaillait toujours à Shanghai et il y travaillait bien. Tout d'un coup, il voulait tout abandonner. J'ai parlé avec ma femme, je lui ai dit que je ne voulais plus travailler à Shanghai et que je voulais rentrer à Shaoxing pour forger cette épée. Ça ne servait à rien de se disputer avec lui. De toute façon, il voulait faire cette chose. À quoi bon de se disputer avec lui? Moi, je suis plutôt têtu. Plus on résiste et plus j'insiste. C'est mon caractère. Pour forger l'épée,
Julia a beaucoup sacrifié. Avec l'aide de tant d'experts, pourquoi n'a-t-il pas réussi une seule ébauche? Il a même pensé un moment à tout abandonner. Soudainement, une parole de M. Dean a sauvé Julia du désespoir. Pourquoi ne pas essayer un moule en sable? Sous le conseil de M. Dean, Julia a conçu immédiatement un moule en sable traditionnel. Ça, c'est un moule en sable. Ça, c'est la bouche du moule. Quand la solution de cuivre est versée, elle coule des deux côtés, à l'intérieur. Avec la pression, ça appuie sur les ébauches des deux côtés. Elle coule et elle presse en même temps. Voilà, ce sont les ébauches de deux épées. C'est comme ça. On met ça au-dessus. Et ensuite, on remplit le moule avec du sable. Tout était bon. Deux lames d'épée étaient moulées. À ce moment-là, je me demandais pourquoi je voulais un moule en métal. C'est bien plus simple avec un moule en sable. Julia était très heureux et commençait le polissage. Au début, j'utilisais le papier abrasif numéro 240, puis numéro 600, puis numéro 800, puis numéro 1000, numéro 2000, numéro 3000, jusqu'au numéro 5000. Désormais, il faut à Julia 16 étapes et 10 jours de travail pour polir une épée en bronze. Le polissage de sa première épée sortie d'un moule de sable a duré plus longtemps et pourtant le résultat était décevant. Une fois le polissage commencé, des problèmes se posaient. Des bulles d'air, trop de bulles d'air. C'était impossible de faire une épée. Le moule en sable était trop souple. L'ébauche en sortant avait une densité trop faible qui ne satisfaisait pas l'exigence technique de l'épée. Julia était obligée de se retourner vers le moule métallique. Ce qui est difficile avec un moule métallique, c'est qu'avec ces hautes températures, une fois entré, la coulée va réagir vivement avec l'air et cela va produire beaucoup de pigments. Le moule métallique conduit la chaleur moins vite que le refroidissement de la solution d'alliage. Au moment où le moule métallique se gonfle sous la chaleur,
la solution d'alliage se condense. Cela entraîne une grande quantité d'oxyde et de bulles d'air qui peuvent mener à la rupture de la lame. Ça, c'est un cuivre d'une pureté de 99,9%. C'est un produit de Pingshui à Shaoxing. Dans le domaine actuel des pièces moulées mécaniques, quand il s'agit d'alliage du cuivre et d'étain, la teneur de ce dernier ne dépasse pas 10%. Ce genre d'alliage est appelé bronze à basse teneur en étain. Or, pour mouler une épée en bronze à la fois dure et tenace, Julia choisit un bronze avec une teneur en étain de 18%. Liu Chongming et M. Jin ne maîtrisent que la technique du bronze à basse teneur en étain. Julia ne savait pas à l'époque que le moulage de bronze à haute teneur en étain était hors de leur capacité. Avec une basse teneur en étain, l'ébauche se courbe dès qu'on la piétine. Un seul appui, elle est courbée. Ça veut dire que la teneur en étain est basse. Elle doit être de moins de 12%. Une ébauche trop souple ne permet pas de fabriquer une épée. Maintenant, Julia maîtrise le moule métallique. Il nous fait une démonstration. Alors, monsieur Zhu, cette épée doit être conforme aux normes. Il y a des cristaux à la surface. On peut faire un test sur sa ténacité et sa dureté. Elle fait une soixantaine de centimètres et elle doit avoir une très haute ténacité. Je vais vous montrer. Chaque ébauche d'épée doit être à la fois dure et tenace. Oui, à la fois la ténacité et la dureté. Ce n'est qu'en combinant les deux que l'épée en bronze peut atteindre la perfection. Ce moule métallique est réussi, mais il y a des secrets dedans. Pour l'instant, je les garde pour moi. J'ai étudié pendant 1 an entier pour le maîtriser. Regardez, c'est une des premières épées que j'ai coulées. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je la trouve pas mal, jolie quand même. Venez, regardez de plus près. À votre avis, quelle est la différence avec celle que je fais maintenant? Il n'y a pas d'ornement. Vous avez raison. Le succès du moule métallique n'était qu'un commencement. Début 2012, l'année de sa première épée en bronze sans ornement, le musée des patrimoines culturels immatériels de Shaoxing voulait exposer des épées de l'ancien royaume des Yue. Julia leur en a fourni 2. L'une était reproduite à l'image de l'épée du roi Guozian, l'autre était celle-là. Il m'a dit qu'il voulait faire 2 autres épées pour les remplacer. À ce moment-là, j'étais très occupé par l'organisation des expositions. Je n'ai pas fait attention du tout à ses paroles. Si une épée en bronze n'a pas d'ornement, elle n'est pas digne de ce nom.
Les motifs doivent être beaux et prendre forme d'une façon naturelle pendant le moulage. Comme ce qui est écrit dans le Yue Jueshu. Son éclat comme les étoiles, son reflet comme l'eau débordant de la rive, sa lame est comme la falaise, son allure est comme la glace fondante. Sur l'épée du roi Go-Dien, il y a un motif de carré noir. Certains pensent que c'est celui mentionné dans le Yue Jueshu, mais d'autres ne sont pas d'accord. Cette question reste toujours un mystère. Le 19 août 1974, un typhon extrêmement fort a frappé la baie Sanmen dans le Zhejiang. L'inondation a déterré des objets enfouis. Quand l'inondation est descendue, ces objets sont restés à la surface. Ce jour-là, mon père, après avoir drainé le champ avec les autres villageois, commençait à creuser la terre avec une houe. Tout à coup, il a touché quelque chose de dur. Il a pris ce truc noir et a enlevé la terre de sa surface. Ça ressemblait à du métal. La famille de mon père était dans le métier de la fabrication de statues en cuivre et en étain. En fait, c'est une épée en bronze. L'inondation l'avait probablement cassée. Alors, mon père l'a apportée à la maison. C'était la période la plus heureuse de Julia. Il y a une fois, je me rappelle très bien, j'ai amené cet objet qui ressemblait beaucoup à un couteau au bord de la rivière pour le polir. Après l'avoir poli pendant un moment, c'est devenu plat. Et sous le soleil, j'ai vu des motifs étincelants comme des écailles de poisson. Mais ce n'est qu'un souvenir vague de Julia. Plus tard, il a appris à se méfier de ses souvenirs. Quand j'étais petit, j'ai vraiment vu ces écailles de poisson. Mais au cours de mon travail, je ne les revoyais jamais. Alors j'ai un peu douté, je n'étais plus vraiment très sûr. L'épée est devenue le jouet préféré du petit Julia. Mais à l'époque, la vie était très difficile au village. À son insu, son père a fondu l'épée et l'a vendue comme cuivre de rebut. Mon père était très sévère avec moi. J'avais très peur. Je n'osais pas lui répondre. Donc je pleurais souvent seul dehors. Je me suis dit, quand je serai grand, je fabriquerai moi-même une épée. Au bord de la rivière où il avait poli l'épée, le garçon a fait un serment. Personne ne s'attendait que 30 ans plus tard, cela devienne le carburant de sa volonté. Début 2012, après d'innombrables échecs et difficultés, Julia a une compréhension tout à fait différente de ses vers dans le Yue Jueshu. L'histoire de l'appréciation de l'épée par Xuezhu, je crois que Xuezhu était probablement un technicien, un dénicheur de talent aussi. Avec les mots d'aujourd'hui, un vérificateur d'armes. Alors, dans le livre, les adjectifs comme étoile, pierre, glace, etc., ça désigne non seulement des motifs, mais aussi des normes techniques. Seulement, aujourd'hui, ces normes ne sont plus respectées. À la lecture de ces informations, j'ai compris que, dans l'Antiquité, il y avait forcément des motifs sur les épées. Si c'est vrai,
Ceux-ci devaient être formés d'une façon naturelle pendant l'alliage du cuivre et de l'étain. J'ai pris quelques antiquités de ma collection personnelle. J'en ai cassé quelques-unes. Je les étudiais, j'observais, je polissais. J'ai trouvé des motifs exactement comme ceux que décrit le Yuejueshu. Regardez, c'est là. Cette découverte a poussé Joliat à ajuster le moule, la température et la proportion des métaux. Un mois s'est écoulé. Avec la nouvelle formule, j'ai fait une épée à nouveau. Je la polissais et quand j'ai enfin vu le motif que j'avais désiré depuis si longtemps apparaître, j'étais très ému. Ce soir-là, j'ai pleuré à genoux. J'avais enfin réussi à forger l'épée de mes rêves. J'ai fait tant d'efforts et dépensé tant d'argent, mais ça en valait la peine. À ce moment-là, le musée des patrimoines culturels immatériels de Shaoxing ouvrait officiellement au public. Le matin du premier jour d'ouverture du musée, il est venu remplacer les deux épées. Il m'a informé que plus tard de ce changement. Quand je les ai vus, j'ai eu l'impression de voir ce qui est écrit dans Yuejueshu sur l'épée Chunjun. La rivière tranquille, des bords de la rive. Ouyeze, originaire du royaume des Yue, est un forgeur emblématique d'armes de la Chine antique. Il a forgé 5 épées en bronze légendaires: Janlu, Chunjun, Changxie, Yuchang, Juchue. Mais elles ne sont qu'une légende. Personne ne les a jamais vues. Il a fallu attendre jusqu'en 2012 pour qu'on les revoie à Shaoxing. Les épées en bronze antique n'étaient pas appréciées pour la beauté de leurs ornements, mais pour leur grande puissance en tant qu'arme. Joliat suit le même principe quand il crée ses épées. Ce qui compte, ce ne sont pas forcément les ornements, mais leur force. Tranchantes, tenaces et destructives, telles sont les propriétés qu'il recherche. La dureté vient de la haute teneur en étain dans le bronze. Une raideur suffisante est primordiale pour obtenir une épée tranchante après polissage. Le papier, matière la plus souple, est idéal pour tester le niveau de tranchant de la lame de l'épée. Le bambou, matière résistante, flexible et de petite densité, son intensité spécifique est de 3 à 4 fois plus grande que l'acier. C'est idéal pour tester la ténacité de l'épée. L'eau est flexible et la bouteille plastique est dure. Une bouteille plastique remplie d'eau est idéale pour tester la capacité destructive de l'épée.
Ce n'est pas simplement un chef-d'œuvre d'art artisanal. Sa beauté est au-delà de son apparence. Julia fait revivre l'intelligence de nos ancêtres, le sommet de la technique artisanale d'il y a 2500 ans et l'esprit sublime que nous héritons de la culture traditionnelle.